C'était censé être un mardi ordinaire, le genre de journée qu'on oublie même en la vivant. L'air du matin était lourd, du genre qui colle à la peau, et je venais de garer ma camionnette devant la quincaillerie maçonne pour prendre quelques pièces pour l'évier que je n'avais toujours pas réparé. Il fuyait depuis des mois. Depuis que j'avais emménagé dans l'appartement de l'autre côté de la ville, il n'y avait personne pour s'en plaindre à part moi. Personne pour entendre le goutte à goutte à part moi. C'était comme ça depuis 6 ans. 6 ans qu'elle avait disparu dans la vie de quelqu'un d'autre. Le bruit des pneus sur le gravier a capté mon attention vers l'entrée du parking. Un SUV argenté, élégant et inconnu, est entré, mais quelque chose dans sa façon de se mouvoir m'a retourné l'estomac. Je ne sais même pas ce que c'était. Peut-être la manière précise dont il a pris la place de parking. Peut-être rien. Mais quand la portière s'est ouverte et qu'elle en est sortie, le monde s'est arrêté. Émilie. Elle n'avait pas l'air d'un fantôme. Elle n'avait pas l'air d'un souvenir. Elle avait l'air d'être exactement là où elle voulait être. Elle portait des lunettes de soleil noires qui coûtaient probablement plus cher que toute ma boîte à outils. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, plus clairs. Sa posture disait tout ce que la sienne avait toujours dit quand elle se croyait supérieure aux autres. Une sorte de grâce acérée qui fendait l'air quand elle marchait. Elle a ouvert le coffre du SUV et a sorti un bac en plastique rempli de ce qui ressemblait à du matériel de foot pour enfants. Puis je l'ai vue. Une petite fille, 5, peut-être 6 ans, a sauté du siège arrière, les cheveux bruns noués en 2 petites tresses. Elle a attrapé un ballon bleu vif et a trottiné en avant en criant « Maman, dépêche-toi ». Ce mot, ce son, je l'ai ressenti comme un coup de poing dans le ventre. Je n'avais pas vu Émilie depuis la nuit où elle avait choisi son patron plutôt que moi, laissé la clé sur la table de la cuisine et m'avait dit, sans aucune honte dans la voix, que ça ne marchait plus. Pendant qu'elle ajustait la bretelle de la robe qu'elle portait probablement pour lui, elle n'a jamais regardé en arrière, jamais pris de nouvelles, pas même un texto, aucune conclusion, juste un silence comme si nos années passées ensemble ne signifiaient rien. Je n'avais pas bougé. Mes mains étaient crispées sur le volant. Plus de sang dans mes doigts, juste de la pression. Elle m'a vu. Elle n'a pas sourcillé. N'a pas détourné le regard. Elle m'a juste fixé comme si j'étais un lointain souvenir qu'elle ne s'attendait pas à croiser en faisant ses courses. Elle a retiré ses lunettes de soleil lentement, comme si c'était son moment, celui où elle contrôlait la situation. Elle s'est dirigée vers moi. Je suis sorti. Les jambes raides. Je n'ai pas prononcé son nom. Je n'ai rien dit. Ma poitrine me brûlait. Elle a eu un sourire narquois. Un rictus. Eh bien, c'est surréaliste, a-t-elle dit. Sa voix n'avait pas changé, toujours empreinte de cette suffisance. Elle sonnait toujours comme si elle avait tout répété pour paraître décontractée. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules comme si de rien n'était. On a réemménagé le mois dernier. Marc a été muté. On a pensé s'installer ici pour un moment. Tu n'as pas changé du tout. Marc. Le type avec qui elle me trompait. Celui qui l'aidait juste avec des trucs de boulot quand elle sortait de la maison avec un maquillage qu'elle ne portait jamais pour moi. Celui qui m'avait volé ma vie au fil de chambres d'hôtel miteuses et d'agendas secrets. Elle a fait un signe de tête vers la gamine. C'est Savannah. Le nom a résonné dans mon cerveau. Elle n'a rien dit d'autre. Pas d'excuses, pas d'explication. Comme si les 6 dernières années n'avaient pas besoin de contexte. Je ne pouvais pas m'arrêter de fixer la petite fille. Elle avait les yeux d'Émilie, mais ses cheveux. Bruns comme les miens. Émilie l'a remarqué. Son sourire narquois s'est un peu effacé. Non, a-t-elle averti doucement. Ne commence même pas, mais j'y étais déjà. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je suis resté là, à fixer cette petite fille pendant que mon cerveau essayait de se frayer un chemin à travers 6 années de silence, de trahison et de blessures à moitié guéries. Savannah tapait dans son ballon en décrivant un cercle tordu sur le bitume, fredonnant pour elle-même, complètement inconsciente que l'homme debout à 3 mètres d'elle pourrait être son père. Émilie s'est interposée entre nous, comme si elle pouvait empêcher la pensée de se former dans ma tête. Elle n'est pas de toi, a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardée. Je veux dire, vraiment regarder. Elle avait cette pointe dans le ton, celle qu'elle utilisait toujours quand elle cachait quelque chose.
le même ton qu'elle avait utilisé la nuit où j'avais trouvé ses messages avec Marc. Et où elle avait essayé de me faire passer pour un fou parce que je lisais ce qui était sous mes yeux. Tu en es sûr, ai-je demandé, la voix basse. Sa mâchoire s'est crispée. Positive. J'ai ri une fois, un rire sec et tranchant. C'est drôle. Elle me ressemble vachement plus qu'à lui. Les yeux d'Émilie ont balayé sa fille, puis sont revenus sur moi. Elle a croisé les bras. Ne fais pas ça, Ryan. Tu n'as aucun droit de débarquer soudainement et de jouer la victime. Tu n'as jamais été assez bien. Tu ne t'es jamais dépassé. Tu te laissais porter par la vie comme si tout allait s'arranger tout seul. Marc était ambitieux. Il avait une vision. Toi. Tu te contentais de réparer des éviers et de regarder le foot. J'ai senti la vieille colère remonter. Et ça te donnait un passe-droit? C'est ton excuse pour avoir fait exploser notre mariage. Elle a haussé un sourcil, avec un sourire narquois comme si c'était indigne d'elle. Notre mariage était déjà fini. Tu ne l'avais juste pas remarqué. J'ai fait un pas en avant, en baissant la voix pour que Savannah n'entende pas, tu n'as même pas eu la décence d'y mettre fin avant de commencer à coucher avec ton patron. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. Il ne s'agissait pas que de ça. Alors de quoi s'agissait-il, ai-je lâché? Parce que je t'ai tout donné. Je t'ai soutenu à travers chaque changement de travail, chaque crise de nerfs. Chaque fois que tu doutais de toi, et tout ce que j'ai eu en retour, c'est une femme qui ne savait pas aligner ses mensonges. Elle n'a pas bronché. Tu veux savoir de quoi il s'agissait vraiment? Je m'ennuyais. Tu étais prévisible. Lui, il ne l'était pas, ça m'a réduit au silence. Pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que je la croyais, et ça piquait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire d'autre. Savannah a alors couru entre nous, tirant sur sa main. On peut y aller, maman? J'ai faim. Émilie s'est agenouillée et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. La petite fille m'a regardé avec une curiosité innocente et m'a fait un signe de la main. Je n'ai pas répondu à son signe. Je ne pouvais pas. Alors qu'elle se retournait et s'éloignait, je suis resté là, engourdi, à regarder la femme qui m'avait détruit s'en aller avec un enfant qui aurait pu être le mien. Un enfant dont elle ne m'avait jamais parlé. Et j'ai su à ce moment précis que je ne laisserais pas passer ça. Les 48 heures suivantes ont été un brouhaha incessant que je ne pouvais pas éteindre. Tout semblait à moitié réel. J'ai agi mécaniquement, café, appel professionnel, facture, mais mon esprit revenait sans cesse sur son visage, sa voix, le petit signe de la main de cette fillette. Et surtout, cette phrase suffisante qu'elle avait lancée par-dessus son épaule avant de partir. Elle n'est pas de toi. Elle l'avait dit comme si elle fermait une porte. Mais je savais mieux que ça. Cette porte ne s'était jamais vraiment fermée pour elle. Elle l'avait juste verrouillée de l'intérieur et attendu que je m'en aille. Ce soir-là, j'ai sorti la vieille boîte, scotchée, sans étiquette, celle que je m'étais juré de jeter 100 fois. À l'intérieur, les derniers vestiges de ce que nous étions, notre photo de mariage, ces petits mots griffonnés, je t'aime, de l'époque où nous jouions encore au petit couple parfait. Un bracelet en or que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire et qu'elle avait probablement vendu pour du vin d'hôtel avec Marc. Et tout au fond, ma copie des papiers d'assurance, le numéro de sécurité sociale d'Émilie, sa date de naissance, son ancien titre de poste. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je ne voulais pas croire que j'allais vraiment le faire, mais je l'ai fait. J'ai appelé mon pote Joël. Il travaillait avant dans l'informatique, maintenant il était indépendant, spécialisé dans la recherche de personnes qui ne voulaient pas être trouvées. Test ADN, a-t-il demandé, sans jugement dans la voix. Juste factuel. Ouais, ai-je dit, reconnaissant à peine ma propre voix. J'ai besoin de savoir si Savannah est ma fille. Tu sais qu'elle va péter un câble si elle l'apprend, a-t-il dit. Elle a fait exploser ma vie il y a des années, ai-je répondu sèchement. Il est temps de régler les comptes. Joël s'est mis au travail. Tout ce que j'avais à faire, c'était de m'approcher assez pour récupérer un cheveu ou un frottis, et ça signifiait les revoir. Ça n'a pas pris longtemps. Samedi matin, j'ai fait le guet près du même terrain de foot où elle avait emmené Savannah le jour de notre rencontre. J'ai attendu dans ma camionnette, la clim éteinte, la sueur collant ma chemise à mon dos. J'ai regardé voiture après voiture arriver, puis la sienne. À l'heure, bien sûr.
toujours ponctuelle quand ça la mettait en valeur. Savannah est sortie en courant la première, riant, serrant de nouveau ce ballon bleu. Émilie a suivi avec une chaise pliante et son téléphone à la main, complètement distraite. C'était ma chance. Je me suis approché lentement. Mes pas semblaient résonner comme le tonnerre sur le bitume, bien que personne d'autre ne m'ait même jeté un regard. « Ryan » a-t-elle dit, instantanément agacée. « Qu'est-ce que tu fous ici ? Je voulais juste regarder un match. Tu aimais bien quand je venais à tes trucs, avant. » Ses yeux se sont plissés. « Ne joue pas à ça. Tu n'as aucun droit de te pointer sans y être invité. J'ai tous les droits si elle est ma fille. » Émilie a regardé autour d'elle, comme si elle voulait faire une scène mais ne pouvait pas se permettre d'attirer l'attention. Elle s'est penchée vers moi. « Dégage. Ce n'est pas un feuilleton télévisé. » On aurait pu s'y tromper, ai-je dit, souriant juste assez pour l'énerver. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Savannah a couru avec une bouteille d'eau et un chouchou. « Maman, tu peux m'aider avec mes cheveux. » Émilie s'est accroupie et à 7 secondes, pendant qu'elle se concentrait pour resserrer les tresses, j'ai tendu la main et j'ai délicatement pris un cheveu qui traînait sur la manche du maillot de Savannah, le glissant dans ma poche comme si de rien n'était. « On se voit » ai-je dit, et j'ai tourné les talons avant qu'elle ne puisse me rattraper. Plus tard dans la soirée, Joël m'a retrouvé dans son garage. Je lui ai donné le cheveu dans un sac Ziploc. Il n'a pas posé de questions, a juste hoché la tête et a dit « Tu sauras dans 3 jours. » 3 jours. Et chaque seconde était comme retenir ma respiration sous l'eau. L'attente était une forme de torture particulière. Je dormais à peine. Chacun de mes rêves se transformait en une scène que je ne voulais pas voir. Une nuit, c'était Émilie tenant la main de Savannah, toutes deux me faisant signe depuis un porche que je ne reconnaissais pas. La nuit suivante, c'était moi qui frappais à une porte qui ne s'ouvrait jamais. 3 jours se sont écoulés. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas penser clairement. Tout autour de moi devenait flou tandis qu'une seule pensée criait plus fort que les autres, et si elle est ma fille ? Puis, à 18h27 précise le 3e soir, mon téléphone s'est allumé. Joël. Les résultats sont là. Viens maintenant. Je n'ai même pas pris mes clés. J'ai couru hors de la maison. Son garage était déjà ouvert. Il était assis sur une chaise pliante, fixant un écran d'ordinateur avec une bière intacte à côté de lui. Rien que ça me donnait la réponse avant même qu'il ne dise un mot. Je me suis dirigé droit vers lui. « Dis-moi. » Il a tourné l'écran vers moi. Le PDF était ouvert. Probabilité de paternité, 99,9 1987%. Je n'ai pas parlé. Il l'a dit pour moi. C'est ta fille, Ryan. Mes genoux se sont dérobés. Je me suis agrippé au bord de l'établi et je suis resté là, me soutenant contre le poids de la vérité. Savannah, ma fille, avait vécu une vie dont je n'avais pas le droit de faire partie parce que sa mère avait décidé que je n'étais pas assez intéressant. Elle ne me l'a jamais dit, ai-je murmuré. Elle savait tout ce temps. Joël a hoché la tête lentement. On dirait bien. Je suis parti sans dire grand-chose d'autre. J'ai juste conduit. Je ne savais pas où j'allais jusqu'à ce que je me gare sur le même terrain où je les avais vus pour la première fois. Il était tard maintenant, le terrain était vide, seulement le bourdonnement des lampadaires et l'écho silencieux de tout ce qui m'avait été volé. Je suis resté assis là pendant 1 heure, puis 2. La rage n'est pas venue d'un coup. Elle couvait, basse et constante, comme une mèche qui finit par prendre feu. Je voyais tout clairement maintenant. La façon dont Émilie m'avait regardé ce jour-là. La façon dont elle avait balayé ça d'un revers de la main avec un sourire narquois. Elle ne gardait pas seulement un secret. Elle jouait un rôle dans une vie qu'elle avait bâtie sur les ruines de la mienne. Elle avait décidé que je ne méritais pas de savoir que j'avais une fille. Elle avait fait ce choix pour moi. Et maintenant? Maintenant, c'était à mon tour de prendre des décisions. La prochaine étape, parler à un avocat. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais que ma fille connaisse la vérité. Le lendemain matin, je suis entré dans le cabinet de Grace Heller, avocate spécialisée en droit de la famille, connue à Raleigh pour être précise, implacable et complètement insensible au drame personnel. Exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis assis en face d'elle dans une pièce qui sentait le produit de nettoyage au pain et le vieux papier. Et j'ai tout déballé. La liaison, le divorce,
l'absence de contact, la rencontre fortuite 6 ans plus tard, et le test ADN qui confirmait que Savannah était ma fille. Grace n'a pas bronché. Elle a juste hoché la tête, pris des notes et posé des questions comme si elle assemblait un dossier pour une guerre. Voulez-vous la garde exclusive, a-t-elle demandé sans détour. Ça m'a coupé le souffle. Je ne sais pas, ai-je dit. Je ne lui ai même pas parlé. Elle ne me connaît pas. Bon sang, je ne savais même pas qu'elle existait il y a quelques jours. Grace s'est penchée en avant. Ryan, vous ne pouvez pas ignorer cette information. Vous êtes son père. Vous n'avez pas à tout décider maintenant. Mais si vous voulez faire partie de sa vie, nous devons agir vite. Surtout si la mère n'est pas coopérative. Coopérative. C'était un mot que je n'aurais jamais utilisé pour décrire Emily. J'ai quitté le bureau de Grace avec un dossier plein d'options juridiques et un cœur alourdi par la réalité. Il ne s'agissait plus seulement d'Emily. Il s'agissait d'une enfant, ma fille, qui avait le droit de savoir qui était son père. J'ai essayé d'appeler Emily 3 fois. Messagerie vocale à chaque fois. Au 4e appel, elle a décroché. Quoi, a-t-elle dit immédiatement. Pas de salutation. Tu m'as menti, ai-je dit. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti. Je t'ai dit qu'elle n'était pas de toi, a-t-elle répondu sèchement. C'est toi qui as décidé de ne pas me croire. J'ai fait faire un test ADN. Silence. Alors tu as fait quoi? J'ai la preuve. C'est ma fille. Émilie a laissé échapper un rire amer. Tu n'as vraiment pas changé, n'est-ce pas? Toujours à vouloir savoir. Toujours à fouiner comme si on te devait quelque chose. On me devait quelque chose, ai-je lâché. La vérité. Une chance d'être son père. Tu m'as volé ça. Elle ne te connaît pas. Elle est heureuse. Elle a une vie stable. J'ai fait ce qui était le mieux pour elle. Non, ai-je dit, ma voix s'abaissant. Tu as fait ce qui était le mieux pour toi. Tu ne voulais pas assumer ce que tu avais fait, alors tu m'as effacé. Sa voix s'est durcie. Si tu penses que je vais te laisser débarquer maintenant et tout foutre en l'air. Tu ne me laisses pas faire, ai-je interrompu. Je suis son père. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que tu peux cacher. Silence de nouveau. Alors tu veux vraiment faire ça? Tu veux la traîner dans une affaire de garde? Avocats, tribunaux, parce que tu ne supportes pas que j'ai tourné la page. Elle mérite la vérité, ai-je dit. Et je ne partirai pas, elle a raccroché. J'ai fixé l'écran mort, qui brillait encore dans ma main. C'était sa réponse. La guerre avait officiellement commencé. Les papiers du tribunal ont été déposés en une semaine. Grace a agi vite, avec le genre d'assurance qui montrait clairement qu'elle avait déjà eu affaire à des gens comme Emily. Des narcissiques qui réécrivent l'histoire pour se donner le beau rôle dans chaque version. Des manipulateurs qui se cachent derrière le bien de l'enfant, tout en jouant à Dieu avec la vie de quelqu'un d'autre. Nous avons déposé une requête pour établir la paternité légale et obtenir des droits de visite. Grace m'a dit de me préparer à de la résistance, et elle n'avait pas tort. Emily a riposté rapidement. 3 jours après avoir été assignée, elle a soumis une déclaration au tribunal. Remplie du même charme venimeux et poli dont je me souvenais, elle affirmait que j'étais émotionnellement instable, que je l'avais prise en embuscade avec Savannah en public, que je la harcelais avec des contacts non désirés. Elle a même joint de vieux textos que j'avais envoyés pendant notre divorce. Des textos colériques, de l'époque où je ne savais pas encore à quel point sa trahison était profonde. Hors contexte, il me donnait une mauvaise image. Elle le savait. Elle construit un mur de mensonges, a dit Grace en parcourant le dossier. Mais voilà le truc avec les murs. La vérité ne frappe pas à la porte. Elle la défonce. Au milieu de tout ça, musique, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de Marc. J'ai failli ne pas répondre en voyant le numéro, mais la curiosité l'a emporté. Ryan, a-t-il dit, la voix basse, comme s'il n'était pas sûr si j'allais crier ou raccrocher. Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a raconté ce qui se passe, a-t-il dit. Pour Savannah, le test. Je n'ai rien dit. Il a soupiré. Écoute, je ne savais pas. Elle ne m'a jamais dit qu'il y avait une chance qu'elle ne soit pas de moi. Voilà.
L'aveu, la fracture dans leur histoire parfaite. Elle nous a menti à tous les deux, a-t-il ajouté. Elle m'a fait croire que j'étais son père. Tu vis toujours avec elle, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Non, j'ai déménagé il y a 2 semaines. Ça n'allait plus entre nous depuis un moment. Je pense que te revoir a juste accéléré les choses. Je ne savais pas si je devais me sentir vengé ou simplement écœuré. Je n'appelle pas pour la défendre, a-t-il continué. Mais Savannah est une bonne gamine. Elle est intelligente, sensible, elle adore les animaux. Elle dort avec un vieux dauphin en peluche que je lui ai donné quand elle était bébé. Et elle n'a jamais demandé où était son vrai père. Ma gorge s'est nouée. Je sais que je ne suis pas son père biologique, a dit Marc. Mais j'ai été le seul qu'elle ait connu. Alors je dis juste. Ne lui fais pas de mal parce que tu veux te venger d'Emily. J'ai raccroché. Je ne lui devais pas de conversation. Pas après ce qu'il avait fait, mais ces mots me trottaient dans la tête. Savannah n'avait rien demandé de tout ça. Elle était la seule personne innocente prise dans les décombres de tout ce que sa mère avait détruit. Et maintenant, elle devait faire face à 2 hommes. L'un qui l'avait élevé sur de fausses hypothèses et l'autre qui était un fantôme exigeant soudainement une place dans son monde. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans le noir, tenant la seule photo que j'avais d'elle, un cliché flou pris avec mon téléphone le premier jour sur le terrain. Et je me suis posé la question que je n'étais pas prêt à affronter jusqu'à présent, est-ce que j'essaie d'être son père, ou simplement de prouver quelque chose à la femme qui a ruiné ma vie? Je n'ai pas répondu à cette question tout de suite. Je l'ai laissé mûrir en moi pendant quelques jours. Comme un bleu qui persiste sous la peau, silencieux mais douloureux à chaque contact. Puis l'audience est arrivée. C'était un matin gris, juste assez humide pour que tout semble plus lourd. Le palais de justice sentait le vieux tapis et la tension. Je portais le même blazer bleu marine que j'avais acheté pour le mariage de ma sœur. Emily est arrivée avec 15 minutes de retard, habillée comme si elle allait bruncher, pas à une audience de garde. Elle ne m'a pas regardé en entrant, mais je l'ai senti. Comme on sent un orage arriver à des kilomètres. Savannah n'était pas là, bien sûr, juste les avocats, les assistants juridiques et un juge aux yeux fatigués. Grace était précise et chirurgicale. Elle a exposé la chronologie, les résultats ADN, les mois de tromperie. Puis l'avocat d'Emily s'est levé et a transformé le tout en cirque. Il m'a dépeint comme quelqu'un d'instable, a affirmé que j'étais motivé par la vengeance et émotionnellement incapable de fournir un environnement sûr. Il a même fait référence à mes séances de thérapie d'il y a des années, quand j'essayais de sortir du trou noir dans lequel elle m'avait laissé. Grace a contre-attaqué rapidement, mais ça m'a quand même touché. La salle d'audience semblait plus froide après ça. Puis Emily a témoigné. Elle mentait avec une aisance déconcertante. Elle a dit que j'avais des problèmes de colère, que j'avais l'habitude de me renfermer émotionnellement, et qu'elle ne m'avait pas parlé de Savannah parce qu'elle craignait pour sa sécurité. Elle a même eu la gorge nouée, s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir comme si elle jouait un rôle qu'elle avait répété 100 fois devant le miroir. Je l'ai fixé tout le temps, attendant une seule lueur de vérité, mais il n'y avait rien, juste de la glace. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas lu les notes que Grace m'avait données. Je me suis levé et j'ai dit la vérité. Je ne suis pas venu ici pour me venger d'Emily. Je suis venu parce que j'ai appris par accident que j'ai une fille, et une fois que je l'ai su. Je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. J'ai déjà perdu 6 ans. Je ne veux pas la lui enlever. Je veux juste la connaître. Je veux qu'elle sache qui je suis. Le juge n'a pas dit grand-chose. Juste hoché la tête. Griffonné quelques notes. L'audience s'est terminée par une ordonnance provisoire. Visite supervisée en attendant un examen plus approfondi. Grace a dit que c'était le mieux que nous pouvions espérer dans les circonstances. Je suis sorti de cette salle d'audience avec une tempête en moi. Pas de la rage, juste cette douleur lourde et persistante. 6 ans. Un enfant dont j'ignorais l'existence. Une femme qui avait transformé la maternité en une arme. Mais sous tout ça, il y avait quelque chose de nouveau. Un but. J'avais un pied dans son monde maintenant, et je n'allais pas reculer. La première visite supervisée a été fixée pour le samedi suivant à 10 heures, dans une salle banale du centre familial. C'était stérile, calme, rempli de quelques jouets pour enfants et de trop de chaises. Une femme nommée Brenda était la surveillante désignée, voix douce, un presse-papier à la main,
le genre de présence destinée à rendre les choses confortables quand rien ne l'était. Je suis arrivé en avance, j'ai mis une chemise à col, apporté un livre sur les dauphins. Joël m'avait dit que Savannah les aimait. Mes mains n'arrêtaient pas de transpirer. À 10h07, j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Je me suis levé. Elle est entrée en tenant la main de Savannah. Émilie. Elle n'a pas dit un mot, m'a juste adressé un de ses sourires fins et crispés, comme si elle jouait le jeu pour le tribunal. Ses yeux disaient tout autre chose. Ne pense pas que ça veut dire que tu es entré. Savannah m'a regardé, pas effrayée, pas vraiment curieuse, juste polie, sur ses gardes, comme si on lui avait dit d'être prudente. Ses yeux étaient grands, sa prise sur la main de sa mère, ferme. Mais elle s'est avancée quand Brenda m'a présenté comme « Monsieur Ryan ». Je me suis agenouillé à sa hauteur. « Salut, Savannah. Je suis vraiment content de te voir. » Elle m'a regardé, puis Brenda. « Est-ce que tu es mon papa ?» La question m'a fendu le cœur. Émilie a tressailli mais n'a pas parlé. J'ai hoché la tête lentement. « Oui, c'est ça. » Savannah a fixé pendant un instant de plus, puis a dit « Tu aimes aussi les dauphins. » J'ai souri. « Ouais, je trouve qu'ils sont assez géniaux. » C'était le début. Émilie était assise, raide, dans un coin, les bras croisés. Sa présence était comme une ombre collée au mur, mais Savannah a semblé l'ignorer au bout d'un moment. Je lui ai montré le livre, lui ai montré le grand dauphin et le dauphin à long bec. Elle posait des questions, vives, enthousiastes. Elle m'a parlé d'une peluche dauphin qu'elle avait nommée Flippé Junior. Elle était intelligente, drôle, un peu timide, mais curieuse. Et mienne. Nous avons joué pendant 1 heure, puis le minuteur a sonné. Brenda s'est levée. Savannah avait l'air déçue. Déjà ? J'ai hoché la tête. Mais je te verrai la prochaine fois. Elle a serré le livre sur les dauphins contre sa poitrine, puis a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est approchée et m'a fait un petit câlin rapide. C'était léger, bref, mais réel. Émilie s'est levée rapidement, lui a pris la main. Dis au revoir, chérie. Savannah a fait un signe de la main en partant. Je n'ai pas bougé pendant un long moment après la fermeture de la porte. Je suis resté là, à fixer les petites marques de frottement que ses baskets avaient laissées sur le sol. Ma poitrine avait l'impression qu'elle allait se fendre. Fierté, tristesse, rage pour ce qui avait été volé. Mais pour la première fois en 6 ans, j'avais quelque chose à quoi me raccrocher qui n'était pas que de la douleur. J'avais un commencement. La deuxième visite a été plus facile. Pas facile, juste moins comme marcher sur une corde raide avec des couteaux suspendus au-dessus de ma tête. Savannah est venue avec un carnet de croquis cette fois-ci. Elle a dit qu'elle voulait me montrer ses dessins. Encore des dauphins, mais aussi des chats et quelques bonshommes allumettes tremblants. Elle en a montré un du doigt. Ça, c'est moi, ça c'est maman et ça c'est Marc. Et je ne savais pas à quoi tu ressemblais, alors je ne t'ai pas dessiné. J'ai cligné des yeux. Eh bien, maintenant tu sais. Elle a souri. Peut-être que je t'ajouterai la prochaine fois. Émilie n'était pas dans la pièce cette fois-ci. Brenda a dit qu'elle avait choisi d'attendre dehors. C'était une manœuvre tactique. Je le sentais. Elle voulait donner l'impression de coopérer pour le bien du tribunal. Mais je m'en fichais. Son silence donnait de l'espace à Savannah. Et cet espace était tout. Nous avons lu ensemble, joué à un jeu de société. Elle m'a battu 2 fois. Une fois parce qu'elle était maligne, et une fois parce qu'elle a triché et que j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. L'heure est passée trop vite. À la fin, je lui ai donné une petite peluche dauphin. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste quelque chose de doux avec une étiquette qui disait « Pour Savannah ». De papa. Elle l'a serré dans ses bras sans hésiter. Ce mot, papa. Il flottait dans l'air entre nous, brut et fragile. Après leur départ, Brenda m'a remis ses notes pour le tribunal. Vous vous en sortez bien, a-t-elle dit. Continuez simplement à être présent. Mais ce n'était pas si simple. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'Émilie. Court, froid. Tu la troubles. Elle pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre sans aggraver les choses. Lâche l'affaire. Je l'ai fixée pendant un long moment. Puis j'ai répondu, tu as eu 6 ans pour lui dire la vérité.
Maintenant, elle la prend par elle-même. Ce n'est pas de la confusion. C'est de la clarté. Elle n'a pas répondu. Mais 2 jours plus tard, Marc a rappelé. Je vais le dire franchement, a-t-il dit. Émilie est en train de craquer. Elle est en colère tout le temps, s'en prend à Savannah, boit plus. Elle a peur de perdre le contrôle, ai-je demandé. Ouais, a-t-il dit. Et peut-être de la perdre, elle. Je n'ai pas répondu, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Il ne s'agissait plus seulement d'un accord de garde. Il s'agissait d'une petite fille qui méritait mieux que d'être coincée entre un mensonge et une rancune. Et Émilie, elle n'allait pas lâcher sa prise sans se battre. Le craquage d'Émilie n'était pas seulement quelque chose que Marc avait suggéré. C'est devenu visible. Lors de la 3e visite supervisée, Savannah est arrivée silencieuse. Son entrain habituel avait disparu. Elle serrait fort la peluche dauphin, ses yeux balayant la pièce comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de mal se produise. Elle s'est assise à côté de moi et n'a pas parlé pendant près de 5 minutes. Brenda l'a immédiatement remarqué. Tout va bien à la maison, ma chérie? Savannah a haussé les épaules. Maman a beaucoup pleuré hier soir. Elle a dit que des gens voulaient m'emmener. J'ai senti mon estomac se tordre. Je lui ai dit que je ne voulais pas partir, a ajouté Savannah rapidement, me regardant. Est-ce que tu vas m'emmener? Non, ma puce, ai-je dit, d'une voix douce mais ferme. Je ne ferai jamais rien pour te faire peur. Je veux juste passer du temps avec toi. C'est tout. Elle a hoché la tête, petite et incertaine. Puis elle a murmuré, je crois que maman est en colère contre toi. C'est possible, ai-je dit, mais ce n'est pas de ta faute. Les adultes ne gèrent pas toujours les choses de la bonne manière. Elle a cligné des yeux à ça, comme si elle essayait de décider si j'étais l'un des adultes qui géraient les choses correctement. Après la visite, Brenda m'a pris à part. Il va peut-être falloir passer à la vitesse supérieure. Le stress émotionnel est visible. Grace n'a pas perdu de temps. Elle a déposé une requête d'urgence pour demander une évaluation psychologique d'Émilie. Rien d'agressif, juste un bilan de bien-être standard dans les affaires de garde où un parent montre des signes d'instabilité. Ça a mis le feu aux poudres. Émilie a explosé. Elle m'a appelé au milieu de la nuit, ivre, pleurant, puis soudainement furieuse. Tu es en train de l'empoisonner, a-t-elle craché. Tu crois que ça va la faire t'aimer plus que moi. Il ne s'agit pas de toi, ai-je dit calmement. Il s'agit d'elle, et tu ne vas pas bien. Tout le monde le voit, même Marc. Sa voix s'est brisée. Tu crois que tu peux tout me prendre comme je te l'ai fait? C'est ça? Tu m'as pris quelque chose que je n'ai même jamais eu la chance de tenir, ai-je dit. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Elle a raccroché. 2 jours plus tard, elle ne s'est pas présentée à la visite suivante. Brenda a attendu. Moi aussi. Savannah n'est jamais venue. J'ai appelé Grace. Grace a appelé le tribunal. Et le lundi matin, nous étions de nouveau devant un juge. Émilie a prétendu qu'elle était malade, que Savannah était dépassée, que ce processus était destructeur. Le juge n'a pas été impressionné. Il a émis un changement temporaire, a augmenté mes droits de visite, non supervisés, et a programmé une inspection du domicile d'Émilie. Le vent était en train de tourner, et pour la première fois, j'ai vu à quoi ressemblait quelqu'un qui avait passé sa vie à contrôler l'histoire et qui commençait enfin à perdre le contrôle de la fin. L'inspection du domicile a fait exactement ce que je soupçonnais. Elle a fait tomber le masque. Le rapport est revenu, discret mais fermement accablant. L'inspecteur a noté une tension dans le foyer, une présence maternelle très agitée, et un climat émotionnel non propice à une éducation stable. Traduction, Émilie partait en vrille et Savannah était coincée dans cette spirale sans issue. Ce n'était pas de la maltraitance, pas physique, pas du genre qu'on photographie, mais c'était un chaos suffisant pour que le juge prenne une décision. On m'a accordé la garde partagée temporaire. 50%. La première nuit où Savannah a dormi chez moi, elle a traversé chaque pièce comme si elle entrait dans une histoire à laquelle elle n'était pas sûre d'appartenir. Elle s'est arrêtée devant les photos que j'avais accrochées dans le couloir plus tôt cette semaine. Des photos de nous deux lors de nos visites. Une d'elle sur le terrain avec sa peluche dauphin. Une autre de moi tenant un livre ouvert pendant qu'elle montrait une baleine de dessin animé. « Tu as fait ce mur pour moi ?» a-t-elle demandé.
J'ai hoché la tête. Oui, c'est ça. Elle a souri. Ça a l'air heureux. J'ai failli craquer à ce moment-là. L'honnêteté de cette phrase a frappé plus fort que tout ce qu'Émilie avait jamais dit au tribunal. Nous avons fait des macaronis au fromage. Elle a insisté pour qu'on mange sur le canapé en regardant un documentaire sur les dauphins. Elle a parlé pendant tout le film. M'a raconté comment les dauphins sont parfois tristes. Comment ils restent ensemble quand l'un d'eux est blessé. Elle m'a demandé si les gens étaient censés être comme ça aussi. Oui, ai-je dit doucement. C'est l'idée. Plus tard, en l'abordant, elle a tenu ma main plus longtemps que prévu. Tu seras là demain. Je serai là chaque fois que tu voudras que je sois là, ai-je dit. Elle a hoché la tête, s'est tournée sur le côté, les yeux fermés en quelques minutes. Et je suis resté assis sur le bord de ce lit pendant un long moment, à la regarder dormir, à écouter le son de sa respiration. Un son dont je n'avais jamais su qu'il me manquait jusqu'à ce que je l'aie. Dehors, le monde d'Émilie brûlait. Elle appelait des gens, proférait des menaces, murmurant à quiconque voulait encore l'écouter des histoires de trahison, d'injustice et de manipulation. Mais à l'intérieur de ma maison, c'était calme. Pour la première fois depuis des années. Calme. Ce soir-là, Marc m'a envoyé un texto. Je pense que tu fais ce qu'il faut. Elle est mieux avec toi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La guerre qu'Émilie avait commencé touchait à sa fin. Elle ne le savait juste pas encore. L'audience finale n'a pas été bruyante. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, de cris ou de crise de nerfs publics. C'était plus calme que je ne l'avais prévu, comme si tout le monde connaissait la fin et que le juge était juste là pour tourner la dernière page. Émilie est arrivée dans un tailleur bleu marine qu'elle n'avait jamais porté auparavant. Elle avait l'air fatiguée, pas le genre de fatigue que le maquillage arrange, une fatigue ancrée jusqu'aux os. Ses yeux étaient creux, ses pommettes plus saillantes, comme si l'amertume à laquelle elle s'accrochait avait commencé à la ronger de l'intérieur. Elle n'a pas parlé. Son avocat l'a fait. Il a parlé de confusion, de pression, de la peur d'une mère. Il a utilisé des mots comme « compliqué » et « mal compris ». Mais rien de tout ça n'a tenu. Les faits étaient immuables, maintenant. L'ADN, les visites manquées, le rapport, le craquage. La vérité. Grace a parlé de manière claire et nette. Cet enfant a le droit de connaître son père. Et plus que ça, elle a le droit à la sécurité, à la constance et à la stabilité. Nous ne demandons pas de la lui enlever. Nous demandons de la protéger du type de dommages émotionnels qui découlent d'années de tromperie. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé et je n'ai rien lu. Je ne veux pas effacer sa mère. Je ne veux remplacer personne. Je veux juste être son père. Je veux lui donner ce qui lui a été refusé pendant les 6 premières années de sa vie. Et je suis prêt à le faire pleinement, avec honnêteté, amour et tout ce dont elle a besoin. Le juge a hoché la tête. Pas de grands discours. Pas de coups de marteau retentissants. Juste l'ordonnance. Garde légale conjointe. Garde physique principale transférée à moi. Effective dans 30 jours. Émilie n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle est juste restée assise là, stupéfaite. Comme si, pour la première fois, le monde ne se pliait pas à ses règles. Savannah a emménagé le mois suivant. Ce n'était pas magique. Ce n'était pas un film. Il y a eu des jours difficiles. Des jours où elle demandait pourquoi sa mère était toujours en colère. Des jours où elle restait assise tranquillement à la fenêtre avec sa peluche dauphin sur les genoux sans dire un mot. Mais elle est restée. Et lentement, elle a recommencé à rire. À manger sans qu'on le lui demande 2 fois. À poser des questions qui n'étaient pas empreintes de prudence. Et un soir, quelques semaines plus tard, j'ai trouvé un nouveau dessin sur le frigo. 4 bonshommes allumettes cette fois. Savannah, moi, un chat que nous n'avions pas encore, et Émilie. Mais cette fois, sur le côté, plus petite, estompée. Savannah est entrée dans la cuisine pendant que je le regardais. Je l'aime toujours, a-t-elle dit. Mais je préfère être ici. Je me suis agenouillé à côté d'elle. Tu n'as pas à choisir entre l'amour et la paix. Elle a souri. Je sais. Mais je suis contente que tu m'aies trouvé. Je l'ai prise dans mes bras. Je suis content que tu m'aies trouvé aussi. Ce que j'ai appris,
les gens réécriront l'histoire pour pouvoir dormir la nuit. Ils mentiront, ils tordront la vérité, ils fuiront. Mais la vérité, elle, ne disparaît pas. Elle attend, tranquillement, parfois pendant des années. Si vous êtes dans une situation comme la mienne, si on vous a menti, si on vous a trahi, si on vous a effacé, ne laissez pas cela devenir votre identité. Battez-vous. Non pas pour la vengeance, mais pour la vérité, pour la guérison, pour ce qui vous revient de droit.